Bonjour à tous, c'est votre conseiller santé chez Vitalis. Aujourd'hui, on va aborder ensemble un sujet qui touche à l'intime, un sujet souvent bouleversant pour ceux qui le vivent de l'intérieur. La perception de ces fameux bruits fantômes que l'on appelle les acouphènes. Des sifflements, des bourdonnements ou des grésillements qui ne s'arrêtent jamais. Pour les personnes concernées, ce phénomène qui reste pourtant totalement invisible de l'extérieur est souvent accaparant. Et il est essentiel, avant même de commencer, de rappeler une chose cruciale. Cette sensation est parfaitement valide et bien réelle. Bien souvent, l'entourage a du mal à saisir l'ampleur de l'épuisement que tout ce bruit génère au quotidien. Alors juste avant de plonger au cœur de cette explication du jour, si notre approche bienveillante de la santé aide à mieux comprendre les mystères du corps humain, un simple clic pour s'abonner à la chaîne aide énormément à poursuivre cet accompagnement éducatif tout en douceur. Cette exploration va justement permettre de comprendre en profondeur la réalité purement biologique de ce son fantôme. En fait, il est fondamental de poser un fait indéniable d'entrée de jeu. L'acouphène n'est absolument pas une illusion. Ce n'est pas, comme on l'entend parfois, une simple invention de l'esprit. C'est le résultat direct, physiologique et mesurable d'un dysfonctionnement neurosensoriel concret au sein de nos voies auditives. De nombreux patients se retrouvent profondément épuisés par ce bruit interne et ressentent une immense solitude face à un monde extérieur qui ne peut ni entendre, ni véritablement comprendre l'intensité de cette gêne. Ce dysfonctionnement modifie complètement la manière dont les signaux nerveux sont traités par notre organisme. En décortiquant les mécanismes de ce trouble, on parvient enfin à mettre des mots précis sur une épreuve quotidienne, validant ainsi pleinement le ressenti de ceux qui en souffrent. C'est comme si mon cerveau refusait le silence. Ce témoignage anonyme d'un patient résume avec une justesse vraiment poignante l'essence même de l'expérience acouphénique. Et pour bien comprendre, la médecine distingue deux phases très précises dans l'évolution de ce symptôme. Lorsqu'il est tout récent, qu'il est là depuis quelques jours ou semaines, on dit que l'acouphène est aiguë. C'est souvent perçu comme une nuisance passagère. En revanche, si cette sensation s'installe au-delà de 3 mois, on bascule dans ce qu'on appelle l'acouphène chronique. Et attention, ce seuil de 3 mois n'est pas du tout choisi au hasard. C'est en fait la période critique où la fameuse plasticité cérébrale commence à mémoriser et à verrouiller ce son directement dans nos circuits neuronaux. La gêne passe alors d'un simple désagrément à une présence constante, modifiant en profondeur notre rapport le plus naturel au silence et au repos. Pour donner un ordre de grandeur concret, 10% c'est la part estimée de la population adulte qui est touchée par ce trouble auditif de manière régulière. C'est énorme. Ça prouve bien qu'il s'agit d'un véritable enjeu de santé publique majeur. Par contre, et c'est un point très rassurant qu'il faut souligner, les formes extrêmement invalidantes, celles qui constituent un vrai handicap sévère, concernent finalement moins de 1% de l'ensemble des cas. Pour la grande majorité, l'impact quotidien n'est pas dangereux sur le plan vital, certes, mais il reste néanmoins très profond. On parle de difficultés majeures à trouver le sommeil, de perturbations de la concentration au travail, de fatigue chronique, voire de l'émergence d'états anxieux. Ces répercussions prouvent à quel point une écoute bienveillante et un accompagnement adapté sont indispensables. C'est une donnée clinique assez fascinante. Dans l'écrasante majorité des cas, autour de 80%, l'apparition des acouphènes est intimement liée à une perte d'audition. Et ce, même si cette perte semble totalement imperceptible dans la vie de tous les jours. Alors on pourrait se demander ce qu'il en est des 20% restants, chez qui un test d'audition classique ne révèle absolument aucune anomalie. Eh bien, les données médicales suggèrent qu'il ne faut jamais exclure la présence de lésions microscopiques. C'est ce que la science appelle parfois une perte auditive cachée ou synaptopathie. Ce sont des dommages minuscules sur les fibres même du nerf auditif, invisibles sur un audiogramme standard. Autrement dit, l'acouphène agit presque toujours comme le signal d'alerte précoce d'une petite fragilité du système auditif périphérique. Poursuivons ce cheminement ensemble pour bien saisir comment cette anomalie se propage. L'origine de la plupart des acouphènes se situe bel et bien à la périphérie, c'est-à-dire au niveau d'une petite lésion dans l'oreille interne. Ça touche très souvent nos minuscules cellules ciliées, celles qui sont chargées de capter les vibrations sonores. Mais le véritable problème, et c'est littéralement la clé de tout ce mécanisme, se développe bien plus loin dans le système nerveux central. Le signal anormal, ou paradoxalement le manque de signal, remonte le long du nerf auditif pour arriver jusqu'au cortex cérébral. Du coup, ce qui n'était au départ qu'un simple petit défaut mécanique dans l'oreille se transforme progressivement en une véritable anomalie de traitement de l'information qui vient s'imprimer en plein cœur de notre cerveau. Pour visualiser ça très clairement, imaginons simplement l'oreille comme un microphone et le cerveau comme un puissant amplificateur. Quand l'oreille interne est endommagée, elle n'envoie plus suffisamment de signaux sonores naturels au cerveau. Et face à ce silence inattendu, face à cette espèce de privation sensorielle soudaine, notre cortex auditif met automatiquement en place un mécanisme de compensation assez redoutable. Il va littéralement pousser son propre volume interne au maximum pour tenter à tout prix de capter les sons qui manquent dans notre environnement. Cette hyperactivité neuronale, qui est au fond une amplification aberrante de nos signaux électriques de base, finit par être interprétée à tort par le cerveau comme un vrai son continu. C'est fou quand on y pense, mais c'est paradoxalement le silence, l'absence de bruit naturel, qui donne naissance à cette cacophonie interne. Mais attention, l'explication purement auditive ne suffit pas pour comprendre toute la détresse psychologique qui accompagne souvent ce symptôme.
C'est ici qu'entre en jeu une boucle émotionnelle absolument cruciale, l'interaction très étroite entre le cortex auditif et l'amygdale. L'amygdale, c'est cette petite structure dans notre cerveau qui sert de véritable centre de tri des émotions et de la peur. Fait surprenant, c'est exactement la même structure primitive qui sauvait la vie de nos lointains ancêtres en déclenchant une alerte foudroyante au moindre bruit de prédateur. Lorsqu'elle détecte ce fameux bruit fantôme de l'acouphène, l'amygdale le juge profondément inhabituel. Elle l'évalue, lui attribue une valeur hautement négative et le classe direct comme une menace imminente. Le cortex auditif va dès lors se mettre à suranalyser ce qui n'est finalement qu'un signal d'alerte erroné. Cette perception de menace enclenche alors une cascade physiologique très concrète et surtout extrêmement taxante pour l'organisme. En réponse directe à cette activation de l'amygdale, le corps se met à libérer massivement des hormones de stress, comme le fameux cortisol ou l'adrénaline. Physiquement, ça se traduit par des frissons, une accélération soudaine du rythme cardiaque, une tension musculaire accrue ou même des bouffées d'angoisse très intenses. Cette réaction physique prouve bien que l'acouphène, ce n'est pas juste un petit inconfort acoustique. Ça épuise littéralement l'organisme en maintenant notre système nerveux dans un état d'hypervigilance permanent. On est dans un mode combat ou fuite ininterrompu, un cercle vicieux implacable où le stress ambiant vient amplifier l'acouphène et où l'acouphène en retour nourrit et décuple l'anxiété. En regardant un peu la répartition démographique, on tombe sur une donnée particulièrement révélatrice. On sait que la presbyacousie, la baisse naturelle de l'audition liée à l'âge, atteint logiquement son sommet vers 65 ans. Pourtant, l'âge moyen d'apparition des premiers acouphènes se situe étonnamment bien plus tôt, très précisément autour de 47 ans. Cette statistique nous démontre avec force que c'est un véritable défi de la quarantaine et de la cinquantaine. Et pourquoi à ce moment-là? Eh bien parce que ça correspond à une période charnière de la vie où les facteurs de stress professionnels, familiaux ou personnels sont souvent à un niveau extrêmement élevé. Cette surcharge mentale globale agit tout simplement comme un puissant catalyseur qui vient enflammer cette fameuse boucle émotionnelle dont on vient de parler. Et parmi les éléments déclencheurs les mieux documentés, on retrouve évidemment les traumatismes sonores tout en haut de la liste. L'exposition répétée, même parfois très brève, à des niveaux sonores intenses, détruit de façon irréversible nos si fragiles cellules ciliées de l'oreille interne. Près d'un quart des acouphènes sont directement liés à un traumatisme sonore chronique, très souvent dans un cadre professionnel. On pense aux travailleurs de l'industrie lourde, aux artisans, aux ouvriers de la métallurgie, mais aussi aux professionnels de la musique qui sont lourdement exposés. Les données les plus solides montrent par exemple que 75% des disc-jockeys évoluant dans des environnements saturés de bruit finissent par développer des acouphènes. La protection auditive préventive dès le plus jeune âge, c'est donc pour sûr un enjeu sanitaire absolument capital. Il y a une autre information essentielle qui permet d'aborder plus sereinement la phase toujours délicate du diagnostic. Si environ 60% des cas sont liés à des facteurs bien connus comme l'âge ou le bruit, près de 40% des apparitions d'acouphènes semblent survenir de façon complètement spontanée. Dans ces situations-là, la cause exacte reste un vrai mystère médical. Et face à cette incertitude, le plus crucial, c'est de ne pas céder à la panique devant l'absence d'explication immédiate. Une gestion très mesurée, axée sur les symptômes, s'avère au final bien plus apaisante que la quête épuisante d'une cause invisible. D'ailleurs, si cette analyse éducative permet d'y voir plus clair, un petit j'aime sur cette présentation et un partage avec des proches sont d'excellents moyens de soutenir la diffusion d'informations de santé fiables et rassurantes. C'est bien évidemment la question la plus pressante, la plus légitime que se posent toutes les personnes nouvellement touchées. L'engagement de Vitalis Sanance, c'est d'apporter une information transparente et fondée. Et selon l'état actuel des données médicales les plus sérieuses, il faut savoir qu'il n'existe malheureusement, à ce jour précis, aucune pilule miracle, aucune chirurgie standard, ni aucun traitement médicamenteux curatif capable d'effacer définitivement un acouphène une fois qu'il est bien installé. C'est d'une importance capitale d'intégrer cette réalité médicale avec le plus de calme possible. Accepter ce fait scientifique, c'est ce qui permet d'éviter la longue et douloureuse errance médicale et d'orienter toute l'énergie disponible vers des solutions d'accompagnement réelles qui ont amplement fait leurs preuves pour soulager le fardeau quotidien. Pour bien comprendre cette absence de traitement curatif, il faut savoir que la communauté scientifique n'est pas restée les bras croisés, loin de là. Il y a eu de multiples essais cliniques d'envergure qui ont tenté de cibler des récepteurs spécifiques de notre cerveau, comme ceux de la dopamine ou du glutamate, qui jouent un rôle dans l'excitation démesurée de nos nerfs auditifs. Des molécules innovantes ont été testées pour bloquer ces transmissions excessives. Mais en toute impartialité, il faut admettre que ces essais se sont massivement heurtés à des échecs cuisants lors des phases avancées ou ont été purement abandonnés à cause d'une efficacité nulle. Gérer ses propres attentes de façon lucide, c'est absolument indispensable pour s'épargner la profonde frustration que génèrent toujours les fausses promesses thérapeutiques.
Le point vraiment crucial à retenir, c'est que face à cela, la science médicale a intelligemment opéré un changement de perspective fondamental. Plutôt que de s'épuiser en vain à chercher à éteindre chimiquement ou chirurgicalement le bruit, l'objectif majeur se concentre désormais sur l'atténuation de notre perception de ce signal. Tout s'appuie sur la capacité extraordinaire de notre cerveau à s'adapter, cette plasticité qui permet de s'habituer à un stimulus et de le reléguer à l'arrière-plan. Ce processus d'adaptation qu'on appelle l'habituation demande certes de la patience et une régularité sans faille, mais avec un accompagnement multidimensionnel, c'est tout à fait possible. L'idée est vraiment d'associer les techniques validées pour détacher peu à peu et tout en douceur notre attention consciente de ce bruit parasite. Et la toute première étape fondatrice de cette vaste démarche d'adaptation, c'est systématiquement de réaliser un bilan auditif complet auprès d'un spécialiste. Si la moindre petite perte d'audition est détectée, même si elle semble totalement invisible dans une conversation normale, la mise en place d'une aide auditive ultra discrète est la recommandation numéro 1. Et l'objectif ici est doublement bénéfique. D'abord, on réhabilite l'audition pour faciliter la vie sociale, mais surtout, cela permet au son naturel de notre environnement de revenir masquer, de noyer physiologiquement, le sifflement fantôme interne. En réintégrant activement les vrais bruits extérieurs dans notre cortex, notre cerveau se focalise mécaniquement beaucoup moins sur l'acouphène, offrant ainsi un répit presque immédiat. Parallèlement à ce soutien purement acoustique, l'accompagnement psychologique déploie une efficacité redoutable. Les thérapies cognitivo-comportementales, les fameuses TCC, offrent d'excellents résultats très largement reconnus par les autorités médicales internationales. Ces thérapies spécifiques servent à identifier et à déconstruire petit à petit les pensées anxieuses, comme cette croyance paralysante que ce bruit est une condamnation insupportable à perpétuité. Au fil des séances, on apprend à reprendre fermement le contrôle de son attention, à formuler des pensées alternatives beaucoup plus apaisantes et à déplacer le centre de gravité de nos préoccupations. C'est un véritable entraînement mental de fond qui, avec le temps, modifie profondément la façon dont on réagit émotionnellement et physiquement face aux symptômes. Une autre méthode très largement plébiscitée est la thérapie sonore d'habituation. Elle repose sur l'utilisation intelligente de petits générateurs acoustiques qui vont diffuser en continu un fond sonore très doux, comme un bruit blanc ou un bruit rose, directement dans le conduit auditif. Le but n'est absolument pas de couvrir l'acouphène par un bruit plus fort, ce qui serait totalement contre-productif, mais plutôt de réduire le contraste brutal entre le silence de la pièce et le sifflement aigu. C'est un peu comme allumer une bougie dans une pièce plongée dans le noir. Sur le long terme, après plusieurs mois d'utilisation quotidienne, cette exposition toute douce favorise la reprogrammation lente des réseaux de neurones qui finissent par se désensibiliser et par ignorer une très grande partie de ce son fantôme. Et bien sûr, comme on a vu l'implication de l'amygdale et de cette puissante boucle de stress, il faut réussir à briser ce cercle vicieux. Les pratiques douces visant à apaiser le système nerveux autonome s'imposent comme des alliés absolument indispensables au quotidien. Que ce soit par la sophrologie, la méditation de pleine conscience, le yoga ou l'hypnose, toutes ces techniques visent à désamorcer l'état de tension corporelle généralisée. En apprenant consciemment à relâcher ses tensions musculaires et à ralentir son rythme respiratoire, on aide activement le cerveau à dépouiller son de sa lourde charge émotionnelle. Grâce à cela, l'acouphène ne disparaît certes pas de manière magique, mais il perd définitivement son statut de menace vitale pour redevenir un simple bruit de fond. Pour ouvrir cette analyse vers un horizon très porteur d'espoir, tout en restant solidement ancré dans la recherche scientifique la plus actuelle, il faut s'intéresser de très près à la neuromodulation non invasive. Les chercheurs les plus pointus se disent aujourd'hui, si l'acouphène est une anomalie électrique logée dans le cortex, il devrait logiquement être possible de venir moduler ou réinitialiser cette activité altérée, et ce de l'extérieur, sans aucune chirurgie lourde. De très nombreux protocoles tentent actuellement d'envoyer de légères impulsions pour réorganiser les réseaux de neurones défaillants et ainsi diminuer de façon drastique l'intensité sonore perçue. Ces technologies de pointe sont en pleine émergence et représentent incontestablement un futur rayonnant pour la prise en charge. Et ce concept novateur n'est pas de la science-fiction. Il s'illustre brillamment avec de toutes récentes avancées technologiques, comme la thérapie par stimulation bimodale. Le principe est fascinant. Il s'agit de coupler une thérapie sonore classique, diffusée par des écouteurs, avec une stimulation électrique très douce et totalement indolore, appliquée directement sur la langue. Oui, sur la langue. Les données cliniques récentes, menées sur plus de 300 participants pendant 12 semaines, sont particulièrement encourageantes. Près de 70% des patients ont rapporté une diminution claire et significative de la sévérité de leurs symptômes. Des dispositifs médicaux basés sur ce principe sont d'ailleurs désormais officiellement approuvés par plusieurs grandes agences de santé dans le monde. C'est une avancée majeure. En parallèle, d'autres voies thérapeutiques très sérieuses sont en cours d'exploration minutieuse. Des équipes étudient par exemple le couplage du son avec la stimulation ciblée du nerf vague situé dans le cou,
Ce nerf est un axe majeur car il gère directement notre système nerveux parasympathique, celui qui induit les états profonds de calme et de repos, contrecarrant ainsi directement la boucle d'anxiété. D'autres équipes se penchent activement sur la stimulation électrique transcrânienne. Cette technique de pointe consiste à placer des électrodes de surface sur le crâne pour exciter ou inhiber de manière très ciblée certaines zones de notre cortex. Bien que la communauté scientifique en soit encore aux phases d'évaluation pour garantir des protocoles parfaits, la dynamique de cette recherche est indéniablement bouillonnante. Enfin, pour terminer sur une note encore plus futuriste, la science se penche avec une attention grandissante sur le champ novateur du neurofeedback. Cette approche thérapeutique absolument fascinante mise sur la capacité humaine inouïe à contrôler volontairement l'activité de notre propre cerveau en temps réel. Sachant avec certitude que les ondes cérébrales des personnes concernées sont structurellement altérées, cette méthode visera demain à entraîner le patient face à un écran à restaurer consciemment des ondes saines, réduisant ainsi mécaniquement le caractère envahissant du bruit perçu. Le chemin vers un traitement définitif est encore long, mais les outils pour s'adapter, s'apaiser et reprendre le contrôle existent bel et bien dès aujourd'hui. Si notre cerveau a la puissance de créer ce bruit, n'a-t-il pas au fond l'incroyable potentiel d'apprendre à l'effacer? Pensez à aimer, partager, vous abonner à la chaîne pour soutenir ce travail d'information. C'était votre conseiller santé, prenez soin de vous.